Merci, Monsieur le Président, et merci à notre commission, à ses membres de m'avoir confié ce travail juste avant les, les vacances d'été. Et vous me permettrez... Ça va pas gâcher tes vacances, non, j'espère. non, non. Et d'avoir une pensée en rendant ce travail à Bernard Maris, que j'avais eu l'occasion de côtoyer, grand économiste, on peut le dire, je crois, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, et donc je souhaite lui dédier ce travail modeste. J'aborderai donc le sujet qui m'a été confié à travers cinq points. Le service public et les services au public, l'aménagement du territoire, un focus sur la poste, un focus sur l'Internet et un focus sur la modernisation de l'action publique. Je considère que ces 5 points, si on les articule, si on les lie les uns aux autres, ça peut faire un hexagone et ça peut faire une forme du défi pour notre pays. Et j'expliciterai en conclusion comment, en articulant ces 5 points, on peut faire tourner finalement notre pays peut-être un peu mieux grâce à un 6e point qui est la cohérence et la volonté politique. Le premier point que je voulais traiter, c'est la question du service public. J'ai d'ailleurs intitulé mon introduction La proximité et l'égalité des Français devant le service public est un enjeu politique. Mon parcours personnel a été celui d'un comptable public. J'avais vécu en tant que député l'épisode de la mission 2003, Monsieur le Président de la Commission des Finances, c'est-à-dire celle qui avait été confiée à Thierry Hébert et à Paul Champsaur à l'époque pour finalement faire ce qui vient maintenant d'être fait à travers la fusion des impôts et du Trésor, à travers la DGFiP. Mais cette mission avait été à l'époque un échec. Et j'avais été, dans la foulée de cet échec, nommé parlementaire en mission par Lionel Jospin auprès de Laurent Fabius. Et ça m'avait permis de mesurer sur les territoires les dégâts de la méthode, de renouer peut-être aussi un dialogue social qui avait été malmené, et de déboucher sur des propositions de maisons de services publics à caractère économique et financier qui nous permettaient évidemment de rebondir dans le futur sur le point d'arrivée auquel nous sommes finalement dans notre organisation administrative parvenus. Je suis aussi un élu rural et la lecture croisée d'un livre, La France périphérique, de M. July, et également du rapport du sénateur Bertrand, sénateur de Lozère, sur l'hyper-ruralité, ont fait que je mesure peut-être plus que d'autres, mais autant que d'autres en tout cas, l'attente et les exigences, le besoin de sécurisation de services publics, le besoin de qualité comparable en tout point du territoire. Fait le constat aussi dans le domaine du service public que les réseaux de l'État déconcentrés se sont souvent et déjà contractés, et que s'il y a un besoin de mutualisation et de professionnalisation des services, ils sont toujours vécus sur les territoires ruraux comme des mesures de recul par rapport au positionnement géographique des services. Donc les réponses ont été apportées par l'État, au-delà des échéances électorales et des variations politiques, par le concept de maison de service public. Je n'évoque que pour mémoire les dispositifs mis en place au fil du temps sur le territoire dans ce rapport, pour afficher ce souci permanent de la présence des services publics, pour enrayer une baisse tendancielle de la présence des services concentrés de l'État, ou pour tenter de coordonner la présence des différents intervenants qui portent des missions de service public. On a donc observé successivement la mise en place de points d'information de médiation multiservices, de maisons de l'emploi, de maisons départementales, de cyberbases et des maisons de services publics, après une première dénomination qui a été celle de réseaux de services publics. Les réseaux de services publics avaient été mis en place par la Conférence nationale des services publics en milieu rural en 2005, et les maisons de services publics en ont pris le relais sur la base du
Conseil interministériel d'aménagement et de développement du territoire, du CIADT, du 11 mai 2010, qui explicitait les conditions du renforcement de l'accès aux services au public dans les territoires ruraux. Je voulais, sur ce chapitre des services publics et des services au public, ne pas oublier de citer le rapport de nos collègues Carole Delga, qui était alors député de Haute-Garonne, et Pierre Morel-Lalhuissier, député de Lozère, qui soulignait en 2013 la nécessité de mutualiser les moyens à travers une rapide relance des maisons de services publics, d'encourager l'interaction des services et de s'appuyer sur les réseaux existants. Le bilan des maisons de services publics est aujourd'hui d'un nombre de 360 ou approchant. Et sur ce point, et quasiment pour en terminer, je veux rappeler l'annonce qui avait été faite par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, devant le Congrès des maires le 19 novembre 2013, qui avait dit plusieurs choses. L'engagement de porter à 1000 le nombre de maisons de services publics durant la législature, la nécessité de penser aux territoires les moins denses, la mutualisation considérée comme un outil pertinent, le financement par un fonds qui devait être créé en 2014 et qui devait être doté à terme de 35 millions d'euros par an pour financer 50% des coûts de fonctionnement de ce réseau. Donc, pour conclure sur ce chapitre des services du service public ou des services au public, je crois qu'il faut conserver ce cap donné, accélérer la cadence, développer un modèle plus volontariste et faire mieux et pourquoi pas moins cher. Deuxième paragraphe, et dans ma présentation, je le consacrerai au concept ou à la réalité, c'est mieux si c'est une réalité, de l'aménagement du territoire. Plusieurs lois sur le sujet, la loi de 95, du 4 février 95 sur l'aménagement et le développement du territoire, la loi de 2010-123 du 9 février 2010 qui évoque qui est la dernière loi postale et qui évoque pour ce qui est de la Poste les règles d'accessibilité et les règles d'adaptabilité. La règle d'accessibilité, c'est de dire que pas plus de 10% de la population d'un département ne peut être à plus de 5 km ou plus de 20 minutes en trajet automobile de point de contact de la Poste. Et il définit donc la loi le nombre de points de contact à 17 000. La deuxième règle, c'est la règle d'adaptabilité, sous-entendu adaptabilité du réseau des points de contact. Et ces obligations donc d'aménagement du territoire génèrent des coûts, lesquels sont évalués dans ce qu'on appelle une méthode dite des coûts nets, c'est-à-dire que la marge supplémentaire, définir la marge supplémentaire que ferait l'entreprise La Poste en l'absence de cette obligation. Pour la mission ou de ces obligations. Pour la mission d'aménagement d'un territoire et pour la Poste, la marge supplémentaire de la Poste serait donc celle liée aux économies de coûts qui seraient réalisées si on supprimait des points de contact. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, évalue ce coût à 251 millions d'euros pour l'année 2013. Et pour être complet, la Poste touche aujourd'hui 169 millions d'euros en abattement de fiscalité locale qui alimente 169 millions d'euros qui alimente ce qu'on appelle le fonds de péréquation de la présence postale territoriale. Il y a donc là un différentiel de 82 millions d'euros qui n'est pas neutre. Je continue, et c'est le troisième point de ma présentation, sur la situation de l'entreprise La Poste. Ces 17 000 points de contact écrits dans la loi sont de trois natures différentes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le réseau commercial, 2800 points. C'est le réseau qui serait tout simplement déployé si La Poste n'avait pas investi de mission de service public, réseau minimum resserré. Si l'on y ajoute 4800 points dits du réseau d'accessibilité, on obtient 7600 bureaux. Et ces bureaux-là, ces 7600 bureaux, puisque les premiers le sont déjà par nature, par destination, mais les 4800 points supplémentaires, ce réseau d'accessibilité, permet de dire que ces
Au total, c'est 7600 bureaux qui représentent, qui donnent son sens au service universel postal. Et il faut encore rajouter 9400 points au réseau, c'est donc le réseau complémentaire, pour obtenir les 17 000 points de contact. Et là, on est dans le cadre total de la mission d'aménagement du territoire. C'est donc clairement ça qui définit la règle d'adaptabilité que j'ai déjà citée tout à l'heure. Pour remplir sa mission d'aménagement du territoire, la Poste adapte son réseau de points de contact par la conclusion de partenariats locaux, publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. C'est donc ce que l'on connaît sur nos territoires et qui sont qualifiés en termes de agence postale communale ou le relais poste commerçant. Parmi les 9400 points de contact du réseau complémentaire, l'ARCEP, déjà cité, recense 2500 bureaux à coût fixe, dont le coût fixe est estimé par l'ARCEP à 60 000 € par an, ce qui représente, si l'on fait la multiplication, une somme de 150 millions d'euros par an. Le coût fixe des bureaux complémentaires qui sont en partenariat, APC ou relais poste commerçant ou agence postale communale, est lui estimé à 15 000 € par an. Donc là, on voit bien que la Poste a intérêt à transformer ses bureaux à faible activité en points partenaires. Mais on voit bien aussi, quand on est impliqué comme élu rural, que si l'on laisse faire l'exercice à la Poste sans se mêler de l'équilibre des territoires, on créerait des déserts, non pas des déserts postaux, mais des difficultés plus grandes au public à bénéficier de la totalité de la gamme des services de la Poste. Je veux, sur ce sujet de l'entreprise, préciser que la Poste, c'est un groupe qui pèse 260 000 emplois, dont 220 000 dans notre pays. C'est donc une entreprise avec une mission de service public, mais dont les impacts de la politique de personnel et de la politique sociale ne sont pas neutres sur notre territoire. Dire aussi que le courrier, qui est l'élément emblématique de l'activité de la Poste, figuré par le facteur, voit son trafic baisser de façon importante et qui s'accélère depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est environ 50 millions d'euros par mois de chiffre d'affaires perdu par la Poste au titre de son activité courrier, 600 à 700 millions d'euros par an de chiffre d'affaires perdu, donc, et qui impose à la Poste de se transformer rapidement pour compenser cet affaiblissement engagé des volumes du courrier et qui, je crois qu'il faut avoir le courage de le constater, ne sont pas prêts de s'arrêter. Parallèlement, il faut aussi constater la baisse de la fréquentation des bureaux. Elle est constatée par notre collègue Michel Bonneton, député de l'Isère, dans son rapport pour avis sur le budget de la Poste, de 7% en moyenne par an sur les 3 dernières années. Et elle confirme que cette évolution est une évolution de long terme. Enfin, citer que pour ce qui est de la concertation et du dialogue avec les élus locaux, et même si ça est là sur le territoire, et il nous remonte à chacun d'entre nous, élus nationaux, des difficultés sur tel ou tel bureau dans le dialogue qu'il peut y avoir avec les représentants de la Poste, il y a quand même néanmoins 2 points forts dans ce débat. C'est l'existence des commissions départementales de présence postale territoriale, d'une part, qui fonctionnent, commission départementale, mais qui fonctionnent, avec des représentants de l'État, avec des élus communaux, départementaux et régionaux, avec des représentants de la Poste. Je peux dire que c'est un modèle de concertation territoriale, et que ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres administrations ou services publics. Et par ailleurs, que dans les envies de la Poste de transformer un certain nombre de bureaux à faible activité en réseau partenaire et à les inclure dans le réseau partenaire
rien ne peut se faire sans un accord partagé avec les élus locaux. Et on observe que dans les processus de transformation des bureaux en agence postale ou en relais poste commerçant, le rythme est en train de s'affaiblir et qu'on est au bout du processus de transformation des bureaux. Le quatrième point que je voudrais traiter dans cette présentation, c'est la question de l'Internet et des communications électroniques. Je voudrais d'abord citer quelques extraits de travaux ou que j'ai lus ou reçus par des personnes que nous avons auditionnées. Le premier témoignage, c'est Joël Toledano, qui est ancienne membre du collège de l'ARCEP, qui nous dit que la numérisation modifie les chaînes de valeur au plus profond de l'économie française, avec un transfert considérable vers les acteurs émergents. Le deuxième, c'est encore de nos collègues parlementaires, Corinne Erel et Laure de la Raudière, qui, dans leur rapport sur l'économie numérique, disaient citer les secteurs impactés par cette économie numérique et en particulier la distribution au sens large, le transport, les transactions, toutes activités qui relèvent aussi du secteur postal. Citer aussi l'ouvrage La souveraineté numérique, écrit par Pierre Bélanger, PDG de Skyrock, en 2014, qui dit « Internet n'est pas venu s'ajouter au monde que l'on connaissait, il vient le remplacer ». Je crois que non seulement nous devons nous imprégner de cette vérité, plus fort que nous ne le sommes tous actuellement, mais Pierre Bélanger cite accessoirement, et ce n'est pas neutre dans le cadre de ce rapport, La Poste, à plusieurs reprises comme une force dans une imbrication de réseaux et de logiciels. Il cite La Poste comme un outil puissant combinant des données personnelles et la logistique grâce à sa capacité à joindre chaque individu où qu'il se trouve. Troisième appui pour développer ce chapitre sur l'Internet, c'est Philippe Lemoine, qui a rendu à Axel Lemaire en novembre 2014, c'est tout récent, un rapport sur la transformation numérique de l'économie et qui cite plusieurs fois La Poste pour son aide logistique. Et il met en avant plusieurs projets emblématiques dans lesquels La Poste pourrait intervenir. Donc je constate donc que le groupe La Poste a constitué aussi une nouvelle branche de ses activités avec le numérique, nouvelle branche qui regroupe, et c'est pas neutre, 5000 employés, dont 1000 ingénieurs, et que La Poste est d'ores et déjà un acteur majeur du monde numérique. Constate aussi que le service laposte.net était antérieur à la création du gmail.com, que c'est La Poste qui a créé l'événement du Consumer Electronic Show de Las Vegas la semaine dernière, que les filiales numériques du groupe, par DocaPost en particulier, ça a démontré à cette occasion que ces filiales étaient positionnées directement au niveau mondial, et que l'implication de La Poste permet de déboucher d'ores et déjà sur ce qu'on appelle le coffre-fort numérique avec Digipost. Et je crois qu'on peut dire que à la fois la culture historique du secret des correspondances qui est dans les chromosomes, dans les gènes de La Poste, et la capacité technique de La Poste a été éprouvée par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et donc, l'entreprise La Poste est particulièrement bien placée, me semble-t-il, pour être aussi un des outils qui intègre l'Internet dans l'action publique et la modernisation de l'action publique. Ça sera donc mon cinquième point, la nécessité de la modernisation de l'action publique. La Datar, en 2012, feu la Datar, maintenant le CGET, disait déjà « La prise en compte de l'existant en termes de lieux de service au public semble un prérequis important avant de décider de la création d'un nouvel espace sur un territoire rural » et ajouter « La combinaison de plusieurs types d'espaces pourrait être approfondie avec les acteurs de terrain et les opérateurs afin de confirmer leur faisabilité ». On voit donc bien là
l'encouragement à passer aux travaux pratiques pour accélérer la mise en place de ces maisons de services publics. Je voudrais citer aussi Jean-Ludovic Silicani, ancien président de l'ARCEP, dont je n'oublie pas qu'il a été commissaire à la réforme de l'État en 1997 et qu'il avait inspiré la loi de 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il nous rappelait dans son discours de retraite le 18 décembre dernier à la Sorbonne que la Poste, il l'avait déjà dit à l'époque en 2000, mais là c'est une citation très récente, la Poste pourrait devenir le grand opérateur des services publics, présent sur l'ensemble du territoire et héberger physiquement ou virtuellement les maisons de services publics. Il ajoutait « Ce pourrait être un moyen de maintenir une proximité d'accès de multiples services d'intérêt général relevant de l'État ou d'autres acteurs, tout en étant économe des deniers publics. » Le président, dans l'état actuel de nos finances publiques, je pense que ces propos doivent prendre dans la commission des finances une résonance toute particulière. Ça sera donc une de mes propositions. Je ne vais pas les citer tous, quand le rapport la semaine prochaine sera sur nos tables, chacun les verra, mais je pense que c'est la plus importante. Je pense qu'il faut capitaliser sur le savoir-faire de la Poste dans ses relations territoriales pour adosser des maisons de services publics aux bureaux de poste, en proposant immédiatement une dizaine par département, en contribution directe à cette modernisation de l'action publique portée par Thierry Mandon, secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Et je crois qu'il nous faut clarifier l'offre actuelle en demandant à la Poste de l'accueillir précisément dans ces bureaux complémentaires qui sont en fragilité. Je ne parle pas de les mettre dans les bureaux du réseau principal, dans les bureaux du réseau commercial, ni même dans les bureaux du réseau accessibilité, mais dans les bureaux les plus fragiles du réseau complémentaire, afin d'éviter d'avoir à les basculer en relais poste commerçant ou en agence postale communale. Donc, si la Poste accueillait dans ses bureaux complémentaires en fragilité ces maisons de services publics, elle participerait ainsi de fait au cofinancement de cette nouvelle forme de service public décentralisé. Je crois qu'il faut généraliser donc un programme de maisons de services publics en s'appuyant sur cette base forte et préexistante. Je suis convaincu que la contribution de l'État baisserait en proportion de l'arrivée de partenaires nouveaux dans un modèle contractuel qui serait bien sûr à définir entre la Poste et ses partenaires. Et je crois que dans le contexte budgétaire actuel que je viens d'évoquer, il y aurait deux gagnants. D'une part, l'État qui doit concourir à l'accroissement des mutualisations et saisir cette opportunité, et d'autre part, les citoyens qui verraient accrues les conditions de leur accès aux services par une plus grande proximité. La méthode me paraît assez simple à trouver. Renvoyer très vite, si la décision est prise au plan politique, à l'Observatoire national de présence postale, qui gère déjà le fonds de péréquation que j'ai cité tout à l'heure, le rôle d'examiner cette proposition et de renvoyer lui-même au plus près des territoires et aux commissions départementales de présence postale territoriale le rôle d'analyser les endroits les plus judicieux, compte tenu de l'implantation des autres services et compte tenu des mutualisations et des partenariats possibles, les lieux où il faudrait mettre ces bureaux, avec quelques conditions. Bien sûr, un minimum d'heures d'ouverture, situé à 24 heures, un minimum de surface commerciale, et puis tout en précisant bien que ces bureaux maisons de services publics restent des bureaux à part entière. Je voudrais, après cette présentation des 5 points qui sont l'articulation du rapport de mission d'information, donner aussi quelques anticipations dans les questions qui pourraient m'être posées. Évidemment,
je sais qu'elles ne viendront pas de mes collègues qui sont ici présents cet après-midi. Mais je le fais à ceux qui feraient ou qui font, parce que je l'ai déjà entendu, le reproche à la Poste de faire financer par le biais des maisons de services publics un plan social. Je dis que d'abord, il faut renvoyer à la règle d'adaptabilité et à la recherche d'une meilleure efficacité économique et sociale, et que la Poste peut légitimement mener ce travail. Je dis aussi qu'il n'y a pas de plan social à la Poste et qu'on ne peut pas reprocher au président d'une telle entreprise, je rappelle qu'il est responsable de 260 000 emplois sur notre pays, je rappelle aussi au passage qu'on a vu passer dans les semaines, cette semaine ou la semaine dernière, des annonces de suppression de 5 000 emplois à Air France, 2 000 emplois à la SNCF, et que je n'ai jamais entendu, pour ma part, à aucun moment le président de la Poste dire qu'il y aurait un plan social dans son entreprise. Mais qu'on ne peut pas lui reprocher non plus de rechercher dans un nouveau plan stratégique, et c'est le cas, les moyens de faire face à cette réduction que j'évoquais tout à l'heure de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois, qui est liée à la baisse structurelle et progressive de cette activité du courrier. Je dis aussi qu'on ne peut pas reprocher à l'État de vouloir faire mieux et plus vite. Je l'y encourage même, et j'essaye d'être là en force de proposition pour avoir les moyens de passer à la vitesse supérieure, et que l'État, par l'impulsion des mutualisations et des partenariats, jouera pleinement son rôle. À d'autres qui pourraient sous-entendre que ce rapport ne pourrait être qu'un rapport de plus, pour ne pas dire une littérature de gare. Je le dis parce que je l'ai déjà entendu. Je confirme que ce travail est élaboré sur la base de convictions que j'ai essayé de vous expliquer. D'une part, parce que je suis convaincu qu'il faut dépasser des points de vue souvent jacobins, souvent centralisateurs, exprimés par ceux dont l'horizon et qui sont exprimés par ceux qui ont un horizon qui ne dépasse pas souvent les limites du périphérique. Et que si ce travail, je l'ai mené aussi, Monsieur le Président, avec l'autorisation de la Commission des finances, mais en répondant à une demande de mener cette réflexion, le ministre Thierry Mandon avait l'intuition que c'était le moyen d'accélérer la modernisation de l'action publique. Et donc on ne peut pas à la fois avoir le souci de nos équilibres financiers, voire de faire des économies, et penser que cela doit se faire toujours sur le dos ou des plus fragiles, ou des plus éloignés, ou des moins nombreux, qu'il s'agisse des hommes ou qu'il s'agisse des territoires. Pour terminer, en m'excusant d'avoir été peut-être un peu long, mais je voulais articuler les 5 points traités, service public, aménagement du territoire, poste, Internet et modernisation de l'action publique, en disant, pour faire tourner l'Hexagone, notre pays, et ces 5 points, il faut donc un 6e point, c'est la nécessité de la cohérence et de la volonté politique. Nous pouvons nous appuyer sur le droit. La Commission européenne reconnaît comme un service d'intérêt économique général la mission d'aménagement du territoire de la Poste. Le traité de Lisbonne, souvent décrié d'ailleurs, souligne l'importance des services d'intérêt économique général dans son article 14 et dans le cadre du protocole 26 annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et en vertu du principe de subsidiarité, les États membres sont libres de créer et d'organiser leurs services d'intérêt économique général. Il précise même qu'une compensation financière peut être octroyée aux entreprises chargées de la gestion d'un service d'intérêt économique général. C'est ce qui a été fait le 26 mai 2014. Les aides d'État sur la présence territoriale et la distribution de la presse ont été approuvées par la Commission européenne comme mesure de compensation, eu égard aux missions que la Poste remplit. Tout cela a été illustré par Joachim Almunia, le vice-président de la Commission en charge de la politique de la concurrence, qui disait à l'époque « Cette décision permettra à la Poste de continuer à remplir son rôle économique et social fondamental et ses missions de service public importantes sans fausser indûment la concurrence. » Tout ça est aussi confirmé en droit par Jean-Ludovic Silicani, déjà cité, qui explicite très clairement, à la fin de la phrase que je citais tout à l'heure, « Le cadre juridique existe donc, utilisons-le. »
Je pense aussi que nous pouvons nous appuyer sur des constats partagés, déjà cités, par exemple le rapport d'Elga Morel à l'huissier. Je les cite: une politique volontariste et moderne d'amélioration de l'accessibilité des services au public implique de s'appuyer sur les réseaux existants afin de diversifier l'offre dans les territoires fragiles. En effet, plutôt que l'accumulation de structures nouvelles et souvent coûteuses, les pouvoirs publics auraient tout intérêt à valoriser le savoir-faire et la présence territoriale des différents réseaux de professionnels du territoire national. Je pense donc, et je conclus, que nous sommes là au cœur d'une démarche politique, mais au sens de l'action publique développée au service des citoyens, à la fois à la croisée de développement du très haut débit sur le territoire, de l'accélération des besoins de mutualisation, du rôle de médiation sociale, voire d'intermédiation qui est nécessaire auprès des publics fragiles, et du nécessaire aménagement et du besoin de services publics par lesquels j'ai commencé. Merci. Merci, Monsieur Launay, de cette présentation extrêmement intéressante de votre rapport. Bon, chacun d'entre nous souhaite intervenir, mais je le ferai en dernier avec une excuse. Je suis élu, mais juste de l'autre côté du périphérique. C'est bien pour ça que je me suis permis de le dire.